d'abord, il faut remercier Pascal qui nous a donné un ordre de marche, qui nous a dit allez-y doucement, donc on va se conformer à cette injonction douce. Et nous allons peut-être commencer par le procès de Julien Sorel. Le procès de Julien Sorel, donc Laurent Penet, qui est un collègue de l'Université de Toulon. Monsieur le Président, je vous remercie. Je tiens d'abord à remercier Alexis Lequignot, Pascal Richard de m'avoir fait l'honneur et le plaisir de participer à ce colloque. Je tiens aussi à saluer Monsieur le doyen qui est présent ici, ainsi que Monsieur Sueur. Tout à l'heure, nous avons parlé du maire-chef du village. Il me semble me souvenir que l'année dernière, nous avions fait un trajet ensemble pour aller à Draguignan, que nous avions discuté à un moment donné d'éventuelle accession à une mairie située du côté de Gonfaron, je crois, au détour d'un café, à l'ombre des platanes de Gonfaron. Alors donc, le procès de Julien Sorel. Vous excuserez la coquille malencontreuse qui est apparue sur le papier de Zer. Sorel, un solaire, bien sûr, mais finalement, traiter ce sujet, le procès de Julien Sorel, pourquoi avoir choisi ce sujet? Il ne s'agit pas ici de retracer la trame de l'ouvrage, et plus particulièrement le passage du jugement, mais de confronter ce qui correspond à la fiction, c'est-à-dire le roman écrit par Stendhal en 1830, par rapport aux éléments plus réels qui ont inspiré Stendhal. Et c'est surtout sur ces éléments que nous allons travailler. Alors, évidemment, je ne vous présente pas Stendhal, grand écrivain, un des plus grands romanciers du XIXe siècle, marqué par le courant romantique. Cet ouvrage, Le Rouge et le Noir, est son deuxième roman, finalement, publié en 1830, en novembre 1830, donc quelques mois après la Révolution de Juillet, qui a vu la fin du règne de Charles X, un règne qui finalement a marqué l'ambiance politique du roman, Le Rouge et le Noir, puisque l'on y ressent une certaine tension dans la société, cette idée de caste qui est omniprésente au travers du roman Le Rouge et le Noir, et surtout porté par Julien Sorel, qui lors de son procès s'oppose à cette caste, lui, le bonapartiste convaincu, là où on ressent d'ailleurs l'empreinte personnelle de Stendhal, lui-même étant bonapartiste. Alors, pour traiter de ce sujet, puisque on pourrait parler du procès qui a été fait à Julien Sorel, pourquoi ce procès? Vous savez que Julien Sorel, finalement d'extraction populaire, mais avec un savoir au-dessus de la moyenne, est finalement pris sous la protection de l'abbé Chélan, qui lui enseigne le latin, et Julien Sorel devient précepteur à Verrières, plus précisément chez M. de Rênal, qui décide de l'engager. M. Rênal, qui est aussi le maire de Verrières, un maire légitimiste, et qui ne sait pas qu'il abrite en son sein un bonapartiste secret. Et finalement, Julien Sorel, je pense que vous avez lu l'ouvrage, tombe amoureux de Madame de Rênal, et ces deux personnages deviennent amants. Et lors de la maladie de l'un des enfants de Madame de Rênal, celle-ci est prise de remords, prend la décision de s'éloigner de Julien Sorel. À ce même moment, une lettre anonyme parvient à M. de Rênal qui l'informe de l'inconduite de sa femme. Alors, il décide de chasser ce précepteur qui a abusé de son hospitalité. Julien Sorel, lui, finalement, reprend ses études au séminaire de Besançon. Il est repéré par son intelligence vive et du Jura, il se retrouve au Faubourg Saint-Germain, chez le marquis de la Mole, dont il devient le secrétaire particulier, et il va finir par finalement charmer la fille du marquis de la Mole, Mathilde de la Mole, et le mariage est prévu malgré le courroux du marquis de la Mole, puisque cette union finalement ne correspondait pas à ses espérances,
À ce titre, d'ailleurs, il fait anoblir Julien Sorel. Et Madame de Rênal, certainement tenaillée par la passion amoureuse, fait parvenir une lettre marquée de la Mole, l'informant de l'inconduite notoire de Julien Sorel, de son ambition démesurée. Et Julien Sorel, ivre de colère, se rend à Verrières et un matin, se rendant à la messe où Madame de Rênal est présente, fait feu sur celle-ci et de ce fait, ensuite, est jugé. Julien Sorel est jugé. Il y a bon espoir de le faire acquitter. Pourquoi? Tout simplement parce que les avocats et puis les soutiens apportés par Mathilde de la Mole, y compris même le marquis de la Mole, cherchent à plaider le crime passionnel. Mais finalement, Julien Sorel prend tout le monde de court et c'est le génie du roman de Stendhal. Il apparaît comme étant, en fin de compte, un rebelle qui s'oppose à ces juges, qui s'oppose à cette société qui le juge et finalement choisit plutôt le chemin de la mort que de celui de la soumission au prix de sa vie. Alors, cette intrigue géniale, parce qu'elle relève le génie stendhalien et puis un élan romantique, puise ses racines, et c'est là où la fiction rejoint une part de réalité, dans certaines chroniques judiciaires, et plus particulièrement deux affaires. Il y a deux affaires qui vont inspirer Stendhal dans l'écriture de son roman. La première est l'affaire Berthet, qui a eu lieu donc en Isère en 1827, et la seconde est l'affaire Lafargue, qui elle a eu lieu dans les Hautes-Pyrénées 2 années plus tard, en 1829. Les deux histoires ont finalement inspiré Stendhal pour construire la trame de son ouvrage. Alors, nous avons les preuves que Stendhal lisait ces chroniques judiciaires qui étaient reproduites dans la Gazette des tribunaux, un style quelque peu lyrique retraçant les minutes de chaque procès. L'on sait qu'il avait consulté la chronique relative à l'affaire Berthet, puisque celle-ci se passait en Isère. Je vous rappelle que Henri Bell, autrement dit Stendhal, était originaire de Grenoble. Et l'autre affaire, on sait également qu'il l'a consultée, puisque dans son ouvrage où il relate son voyage en Italie, il fait référence à cette affaire. Donc il avait connaissance de ces deux affaires. Et il est vrai que souvent ces affaires sont riches d'enseignements, de rebondissements, de frissons judiciaires, à tel point d'ailleurs que Balzac en parle de la Gazette des tribunaux. Il en parle dans son roman Modeste Mignon, et à ce titre il écrit en 1844 que la Gazette des tribunaux publie des romans autrement faits que ceux de Walter Scott, qui se dénouent terriblement avec du vrai sang et non de l'encre. Alors, pour traiter notre sujet, on va procéder à la pratique des juristes, procéder en 2 parties, assez clair finalement, puisqu'on va présenter successivement les 2 affaires qui ont inspiré l'œuvre du Rouge et le Noir. Et donc, la première affaire est celle de l'affaire Berthet. Alors, cette affaire se déroule en 1827, plus précisément au mois de décembre 1827. Et dans la Gazette des tribunaux, on peut suivre la chronologie des jours d'audience de cette affaire jugée à Grenoble. De quoi s'agissait-il? D'un personnage qui ressemble étrangement à Julien Sorel. Le personnage s'appelle Antoine Berthet, il a 25 ans et, au moment du procès, et on le décrit comme un personnage plutôt de constitution assez fragile, d'une taille en dessous de la moyenne, les cheveux bruns, de grands yeux noirs, une pâleur qui finalement porte l'empreinte de la fatigue et de la maladie. On ne saurait manquer d'y voir ici un portrait qui est proche de celui de Julien Sorel. Et ce qui complète d'ailleurs ce tableau, c'est que cette frêle constitution ne le prédestinait pas à des travaux d'ordre pratique, musculaire, pourtant fils de maréchal Ferrand, mais on s'aperçoit rapidement qu'il a des facilités intellectuelles, il a un goût précoce pour les études, et finalement, le curé de Brangues, qui est une ville située dans l'Isère, le prend sous sa protection et lui enseigne les éléments scientifiques. On trouve un parallèle avec l'abbé Chélan assez marqué.
Alors, il poursuit ses études au petit séminaire, puisque c'est un séminariste, et il est obligé de suspendre ses études, justement, pour raison de santé. Et d'abord recueilli par le curé, il est en fait engagé ensuite en tant que précepteur dans une famille, la famille Michou. Et finalement, il va progressivement nouer une relation avec la maîtresse de maison, Madame Michou, qui est âgée de 36 ans. Et finalement, cette relation secrète perdure, mais finalement, Monsieur Michou finit par avoir des soupçons, donne congé à Antoine Berthet. Celui-ci décide de repartir au séminaire. Et finalement, au séminaire, il confesse son inconduite et les supérieurs décident qu'il a une conduite trop dévoyée pour pouvoir continuer d'envisager la prêtrise. Alors il est quelque peu désespéré, rembruni, et il commence à écrire des lettres à Madame Michou, lui faisant part de son ressentiment par des termes ombrageux. Et il fait part de son ressentiment de plus en plus fortement, jusqu'à un moment où il décide de se rendre à Lyon pour acheter des pistolets. Et ayant acheté ces pistolets, une semaine plus tard, il revient dans la ville de Branc, dans la ville où donc habite Madame Michou, se rend à l'église et pendant la messe tire sur Madame Michou et essaye également de mettre fin à ses jours. Donc on s'aperçoit que l'intrigue est vraiment très proche de celle du rouge et du noir. Et pendant l'audience, le procureur général va charger cet individu, l'accusé, Antoine Berthet, en insistant sur le fait qu'un crime aussi atroce ne serait que le résultat d'une épouvantable démence s'il n'était expliqué par une de ces passions impétueuses dont vous avez chaque jour l'occasion d'étudier la funeste puissance. Et partant de ce constat, il cherche à savoir dans quelle disposition mentale se trouvait la personne, l'accusé, le prévenu, pour mieux écarter le crime passionnel, pour mieux démontrer la préméditation et pour mieux affirmer tout simplement l'assassinat, c'est-à-dire le meurtre avec préméditation. Alors, il y a l'audition des témoins, le médecin est entendu, plusieurs membres de la famille proche de Madame Michou, et l'accusé répond aussi finalement à ces dépositions de témoins. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'il a une intelligence au-dessus de la moyenne parce qu'il mène assez bien sa défense, au-delà de ce que produit son avocat. Et il essaye de faire valoir qu'il était justement dans un accès déraisonnable, un accès de fureur qui l'a conduit à accomplir cet acte inconsidéré, puisque lui-même avoue, en réponse au procureur général qui lui pose la question de son comportement, « Je ne savais où j'étais, le présent et le passé se confondaient pour moi, mon existence même me semblait un songe. Dans certains moments, toutes mes pensées se réduisaient à celles du suicide, mais à la fin, mon imagination me figura Madame Michou se livrant à un autre. Alors la fureur de la jalousie s'empara de moi, je ne m'appartins plus et je dirigeai mon pistolet sur Madame Michou. » Essaye de faire valoir le crime passionnel et peut-être d'obtenir ainsi, non pas forcément la clémence du jury, mais l'irresponsabilité pénale. Alors, ceci qu'on n'arrive pas à convaincre a priori le jury, et pourtant il essaye d'insister, et il essaye aussi de reporter toute la responsabilité de cette démarche criminelle, vous savez, le chemin du crime, sur le comportement de Madame Michou, qui l'aurait finalement séduit et qui l'aurait plongé dans cet état passionnel ayant conduit fatalement au crime. D'ailleurs, Berthet déclare au président de la cour d'assises que Madame Michou lui aurait dit un soir avec passion « Je jure d'être toujours à vous, de ne pas en aimer d'autres. Je vous promets de ne jamais vous oublier, de vous rendre heureux
de m'occuper toujours de votre sort. Donc il essaye ici de retourner l'argumentation à l'encontre de Madame Michou. Mais une amie de Madame Michou vient témoigner et vient détruire en grande partie cette argumentation, puisqu'elle va mettre en lumière la préméditation de l'acte. Madame Marigny, qui est une amie d'enfance de Madame Michou, affirme que Berthet lui aurait confié vouloir se rendre à Lyon pour y acheter des pistolets, pour tirer sur Madame Michou et se tuer lui-même, ce qui finalement met en lumière une préméditation avérée, à en croire le témoignage, donc une préméditation du crime commis. Alors, l'audition des témoins étant terminée, l'audience passe à la phase des plaidoiries et le procureur général s'exprime en premier. Et le procureur général, justement, s'attache à démontrer cette préméditation, parce que le fait matériel ne pose aucun problème, il a été reconnu par l'accusé lui-même, le fait d'avoir tiré sur Madame Michou, mais le comportement qu'il a amené à avoir cette extrémité, eh bien, le procureur va la démonter. Et là aussi, on trouve un parallèle avec le rouge et le noir, un parallèle assez évident, parce que finalement, outre la jalousie qui apparaît comme un premier mobile, le procureur général s'attache à démontrer qu'il y a un second mobile tout aussi important dans l'acte commis par Berthet, et c'est celui finalement de l'orgueil ambitieux et égoïste déçu. Alors évidemment, ici cette image est un peu plus terne que celle de Julien Sorel, mais c'est bien un orgueil ambitieux qui est mis en avant. Et d'ailleurs, le procureur général déclare, ça fait beaucoup penser à l'ouvrage de Stendhal, ce jeune homme doué par la nature d'avantages physiques et d'un esprit distingué, trop flatté par ce qui l'entourait, égaré par ses succès même, s'était en imagination créé un avenir brillant, d'autant plus glorieux qu'il ne l'aurait dû qu'à ses talents. Le parallèle avec Julien Sorel est très marqué. Et le fils du maréchal Ferrand s'était fait en perspective un horizon peut-être sans bornes. Voilà que tout à coup, une seule et même cause trompe et anéantit toutes ses espérances, tout lui manque à la fois. Et les rebuts humiliants remplacent de toutes parts la bienveillance et les services. Alors, là, de la vie, le désespoir le décide à commettre finalement ce crime à l'encontre de la femme qui pourtant l'avait aidé dans le début de sa carrière. Ainsi s'achève donc la charge du procureur. La parole vient à la défense et Maître Massonnet, qui est l'avocat de Berthet, essaye de plaider le crime passionnel. Alors il a des phrases assez emphatiques pour essayer de démontrer ce crime passionnel. L'amour a donné la mort, l'amour est souvent un délire, la volonté de l'accusé n'était pas en sa puissance lorsqu'il devint à la fois suicide et homicide. Donc pour lui, le crime a été vraiment commis sans véritable volonté. Mais sa défense est sérieusement ébranlée par le procureur général qui réplique et qui affirme que Berthet a dévoilé toute la turpitude de son âme et que c'est bien l'ambition déçue, ce second mobile qui apparaît, l'amour-propre blessé d'un homme envieux, qui a été le principal rouage de ce crime. Et après cette dernière réplique, l'avocat de la défense, qui a la parole en dernier, essaye une réplique, mais qui visiblement ne convainc pas le jury. Le jury se retire pour délibérer, et lorsque les jurés reparaissent, ils ont la mine grave, car ils ont décidé la sentence capitale à l'encontre d'Antoine Berthet. La sentence de mort va être prononcée conformément à l'article 302 de l'ancien code pénal, qui renvoie à l'article 12 du même code, où tout condamné à mort aura la tête tranchée. Et le surlendemain du jugement, Berthet fait appeler dans son cachot le président des assises et il lui remet une déclaration écrite où il se repent et fait valoir que non, il n'aurait jamais dû faire porter la responsabilité de ce crime sur Madame Michou. Là, on voit aussi la passion qui renaît, un peu comme celle de Julien Sorel renaissant à l'égard de Madame de Rênal après le jugement. Et à la fin de cette déclaration, Berthet, finalement, prie Madame Michou de pardonner à un jeune homme qu'ont égaré une passion et des sentiments. C'est, ajoute Berthet,
sans espoir d'adoucissement du point de vue de sa peine. Antoine Berthet s'est pourvu en cassation et a adressé au roi une demande en grâce. Mais rien n'y fait. Le 23 février 1828, à 11h, Antoine Berthet est extrait de sa prison et il est conduit jusqu'à la place Grenette à Grenoble, où a été dressé l'échafaud pour y être exécuté. Il avait alors 26 ans. Donc on s'aperçoit que cette histoire qui a été consultée par Stendhal marque profondément l'esprit de l'écrivain, puisqu'on y retrouve tous les principaux rouages de l'ouvrage. Ici, donc, la réalité a été un ferment très marqué de la fiction du rouge et du noir. Mais il y a aussi une seconde affaire qui, finalement, a inspiré Stendhal moins fortement, il est vrai, que la première, en tout cas pour l'intrigue du roman, mais pour les ressorts judiciaires, il y a ici une notable influence que l'on retrouve. Alors, cette seconde affaire, elle se déroule devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, à Tarbes, en 1829, en mars 1829. Et il s'agit là aussi d'un procès pour assassinat. Et il s'agit d'un jeune homme, à peu près du même âge que Berthet, un jeune homme qui s'appelle Adrien Lafargue, et qui est âgé de 25 ans au moment du procès. Il est accusé d'assassinat sur la personne de Thérèse Castagnère, avec laquelle il a eu des relations intimes. Alors, dans la Gazette des tribunaux, on trouve la description physique de cet Adrien Lafargue, que l'on présente avec une mise soignée, une redingote bleue, un gilet jaune, une cravate blanche. On trouve là aussi un écho, finalement, avec l'élégance de Julien Sorel au moment de son procès. La différence ici, c'est que Lafargue, lui, est blond, a plutôt bonne allure, constitution mieux établie. Ses traits sont réguliers. Et fait intéressant, qui fait penser encore une fois au rouge et le noir, on le décrit comme, on le dirait, d'une classe supérieure à celle qu'indique son état d'ébéniste. Et il parle avec facilité, avec une sorte d'élégance, sa parole est lente et réfléchie. Alors le président de la cour, au début de l'audience, lui adresse des questions, et Lafargue, tout d'un coup, répondant au président, lui dit « Est-ce ma déclaration tout entière que vous voulez ? Permettez-moi alors de vous expliquer ma vie avec ordre, et telle que je l'ai sentie. Ce que vous me demandez, y trouvera place. » Et il se livre donc à un récit des faits ayant mené au crime. Alors il décrit qu'il vient vivre dans un village, à Bagnères-de-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, et qu'il cherche un logement. Cherchant un logement, il rencontre en face d'une maison plusieurs femmes, et l'une d'entre elles se lève et vient vers lui, c'est Thérèse, la future victime. Et elle lui propose donc une chambre dans cette maison, la pension Castagnère. Il visite la chambre, le futur lieu du crime, et décide de s'y installer. Et il est étonné tous les soirs de voir Thérèse le raccompagner jusqu'à sa chambre, de discuter un peu avec lui. Un premier soir, un deuxième soir, et un troisième soir, Thérèse s'approche de lui, l'embrasse, part en courant. Lui est assez décontenancé et se demande quelle conduite il doit tenir, selon ses dires. Craignant de s'engager dans une relation compliquée, il fait croire d'ailleurs qu'il est déjà promis à une autre femme. Alors Thérèse se répand en pleurs et quelques jours s'écoulent et finalement il se ravise et décide de céder à la passion et d'entretenir une relation avec Thérèse qui, pourtant, auparavant, lui a avoué qu'elle était mariée. Qu'elle était mariée, mais qu'elle avait été profondément malheureuse avec son mari qui, d'ailleurs, l'avait quittée. Vivant comme mari et femme pendant l'espace d'un mois, la passion semblant se dérouler sous les meilleurs auspices, au bout d'un mois, il avertit Thérèse que il doit retourner à Bayonne, puisque, conformément à ce qu'il lui avait précédemment annoncé, il est dans l'obligation de se marier, mais qu'il ferait tout son possible pour revenir dans le village, pour retrouver Thérèse. Et donc, quelque temps avant son départ, il part au travail le matin, et finalement revient pour chercher des outils, un peu plus tôt que prévu. Et il est étonné de trouver, assez tôt le matin, sa compagne, réveillée, et comme il le dit, non pas avec l'air endormi, mais plutôt un air échauffé.
Il se pose quelques questions, regarde vers le lit et voit qu'il y a des vêtements qui sont posés, un pantalon avec des traces de peinture. Thérèse lui répond que c'est son oncle qui est teinturier qui a laissé ce pantalon. Il dit oui, enfin, des traces de teinture, mais là ce sont des traces de peinture. Et effectivement, en regardant dans le lit, il voit une forme emmaillotée dans les draps, et il comprend évidemment qu'un homme est là. Et il n'a pas, à ce moment-là, Lafargue n'a pas la même réaction que Jean-Jacques Rousseau à la vue des bottes du garçon jardinier entreposé devant la chambre de Madame de Varins. Vous savez, Jean-Jacques Rousseau, finalement, ayant accepté de partager les faveurs de Madame de Varins avec le garçon jardinier. Non, Lafargue, lui, n'a pas la philosophie du partage et se montre irascible. Et pourtant, Lafargue et Thérèse finissent par se réconcilier. Alors l'accusé quitte la pension, mais les amants se fixent très régulièrement rendez-vous. Mais progressivement, Thérèse le délaisse, elle devient acariâtre, lui devient soupçonneux, et finalement un soir il vient rôder près de la pension, et en fait il cherche à s'en prendre un peu à Thérèse, au moins par les paroles. Et quelques jours plus tard, il reçoit une convocation devant le commissaire de police, transmise au substitut du procureur général. Et, oui, et en fait, oui, ça devrait aller, je pense. Et à ce moment-là, il doit en fait, il doit s'éloigner. Alors, pris par des remords, il décide de s'éloigner quelque temps, mais la colère le reprend, et il va acheter une arme aussi, une affaire assez semblable à celle que l'on vient d'étudier, et se rend dans le cabaret où il a retrouvé sa maîtresse, et décide de la tuer. Il tire dessus, achève au couteau, et cherche à retourner son arme contre lui, mais il se rate. Et le procès commence donc quelques temps plus tard, en 1829. Et là aussi, le procureur cherche à établir la préméditation afin de condamner cet individu. Et en fait, il essaie de faire valoir que ce n'est pas du tout l'acte d'un fou, que c'est un crime froidement prémédité. Mais l'avocat, lui, de l'accusé, fait valoir que ici, c'est bien une passion violente qui a animé l'accusé, et que donc il a commis ce crime dans un état hors de lui-même. Et que finalement, il y a des folies raisonnables, mais il y a aussi des folies raisonnantes, c'est-à-dire que même s'il y avait eu un plan pour assassiner la personne, c'était en dehors de tout esprit sain, finalement. Et au cas où ce système de défense ne marcherait pas, l'avocat avance une interprétation selon laquelle le meurtre serait excusable lorsqu'il aurait été provoqué par des coups ou des violences graves envers les personnes. Alors, cette alternative indique qu'il y aurait eu donc violence morale de la part de la victime qui aurait poussé invariablement Lafargue à commettre ce crime. Alors, le président, après plusieurs heures de débat, le président résume les débats, le jury se retire en chambre de délibération, revient 3/4 d'heure plus tard, et finalement le verdict est rendu, et l'accusé est coupable d'homicide volontaire, certes, mais sans préméditation, et cet homicide a été provoqué par des violences graves. Ce qui permet justement à Lafargue d'échapper à la peine capitale que Berthet a pu connaître, et il est seulement condamné à 5 ans de prison. Et on mesure d'ailleurs la différence entre les deux affaires, puisque dans la première affaire, la victime n'avait été seulement que blessée, tandis que là, la victime est morte. Mais le profil certainement de l'accusé a joué en sa faveur, et certainement un certain talent de l'avocat. Alors bien sûr, en conclusion, on s'aperçoit que ces affaires ont fortement marqué Stendhal, puisqu'on y retrouve vraiment l'empreinte de l'œuvre de Stendhal, l'intrigue générale s'y retrouve, mais le génie de Stendhal est d'y rajouter dans toute la dimension politique, cette dimension politique de 1830, de la fin du règne de Charles X, de cette société vieillissante, pourrissante, repliée sur ses castes, et de donner aussi une figure romantique à Julien Sorel, figure romantique que n'a pas réellement Berthet, le personnage de la première affaire. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. C'était très étonnant parce que vous avez au fond tenu avec les deux mains et les deux affaires les deux figures de droit et littérature, parce que vous vous intéressez à cette figure au fond de la réalité dans le roman, mais en fait vous faites le contraire. Vous allez nous raconter le réel, mais faisant ce récit, vous montrez que le réel et les procès sont des romans, et vous l'écrivez comme un roman. Donc c'était vraiment très très beau. Merci en tout cas. On va peut-être maintenant, eh bien nous allons, je ne sais pas comment d'ailleurs il faut annoncer tous vos titres, cher Jean-Paul Masson, magistrat, collègue de l'ULB, nous allons aller étudier le droit dans l'œuvre d'Anatole France. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, chers collègues, Mesdames, Messieurs, la tâche auguste du juge est d'assurer à chacun ce qui lui revient, aux riches sa richesse et aux pauvres sa pauvreté. Cette phrase, je suis désolé, n'est pas de moi, elle est d'Anatole France. D'Anatole France, et si j'ai proposé ce sujet, le droit dans l'œuvre d'Anatole France, c'est parce que c'est évidemment un grand écrivain, même s'il est un peu oublié actuellement, mais il est essentiellement marqué par deux qualités que j'apprécie beaucoup, qui sont le scepticisme et l'ironie. Scepticisme, je sais qu'il n'a pas toujours bonne presse, ça peut mener à l'indifférence, voire à l'inaction. Et quand on voit à quoi l'enthousiasme peut mener d'un autre côté, je pense à l'Inquisition et à d'autres dérives plus contemporaines, eh bien, je ne sais pas si le scepticisme n'est pas finalement plus innocent. Bien, alors j'ai divisé mon exposé en deux parties, un schéma classique, d'une part les personnages dans l'œuvre d'Anatole France et d'autre part les thèmes en rapport avec le droit. Disons d'abord une chose importante, remarque préalable, c'est qu'Anatole France n'était pas juriste et il n'a pas particulièrement côtoyé le monde du droit. C'est essentiellement un écrivain de profession. Au début, il a, parce qu'enfin il faut bien vivre, été bibliothécaire adjoint au Sénat, mais tout de même pas ça qui l'a mis en contact avec toute une série d'aspects du droit. Il n'est pas non plus d'une famille de juristes. Et on sent d'ailleurs à certains moments dans son œuvre qu'il y a un manque de réalisme que peut-être on n'aurait pas rencontré chez un auteur plus frotté de droit. Alors les personnages, les magistrats d'abord, dans la division que je vais faire, il n'y a aucun jugement de valeur, bien sûr, mais il faut bien commencer par quelque chose. Et les magistrats sont d'ailleurs plus nombreux dans son œuvre que les avocats ou les notaires, beaucoup moins présents chez Anatole France que chez Balzac par exemple. Alors les magistrats, le principal n'est pas un magistrat de profession, c'est un juré du tribunal révolutionnaire. Dans un des grands romans, non seulement d'Anatole France, mais à mon avis de toute la littérature française, les dieux ont soif. Dieux ont soif, titre qui paraît un peu surprenant. De quoi ont-ils soif? De sang. De sang. Alors c'est une réplique qui a été faite à Cortés quand il est arrivé avec sa bande de joyeux Espagnols au Mexique et il s'est étonné de voir qu'il y avait des sacrifices humains. Alors l'empereur aztèque Montezuma lui a dit « Ah, c'est parce que les dieux ont soif ». Cortés a parfaitement retenu la leçon d'ailleurs. Et alors à la Révolution française, il y a de nouveau une épidémie qui fait que les dieux ont soif, et un personnage de ce roman est juré au tribunal révolutionnaire. Il s'appelle Gamelin, il n'est pas juriste de profession, c'est un artiste peintre de talent relativement médiocre d'ailleurs. Il n'est pas issu non plus d'un milieu juridique, mais enfin il se trouve, grâce à des protections, au tribunal révolutionnaire. Et attention, ce n'est pas une juridiction où le jury est recruté par tirage au sort. Les membres, les jurés du tribunal révolutionnaire étaient nommés par la Convention nationale en vertu de la loi qui a créé ce tribunal en 1793. Alors, grâce à des protections, et il est tout à fait d'accord avec ça d'ailleurs, parce que c'est un républicain ardent, il faut sauver la République contre tous les conspirateurs, de tous les conspirateurs, de toutes les conspirations, et
il fait au départ une réflexion extrêmement intéressante parce qu'à l'assemblée de sa section, Paris était divisé en une cinquantaine de sections à l'époque de la Révolution, il est pris à partie par quelqu'un, par un voisin qui est jaloux, qui est furieux de ne pas avoir été nommé lui-même au tribunal révolutionnaire. Il dit mais j'espère que vous allez vous montrer sévère, n'est-ce pas? Et alors il fait cette noble réplique: je suis magistrat, je ne relève que de ma conscience. Toute promesse que je vous ferai serait contraire à mon devoir, je dois parler au tribunal et me taire partout ailleurs, je suis juge, je ne connais ni ami ni ennemi. Ça c'est parfait, vous allez voir que la suite va être relativement différente, mais enfin, il est donc bien parti. Et alors, il y a une page d'anthologie que je vais vous lire qui est son rôle dans la première affaire dans laquelle il siège. Je m'excuse, je ferai l'une ou l'autre lecture pour diverses raisons. D'abord, évidemment, par paresse, mais aussi parce que, comme ça, je suis sûr de ne pas trahir ce que pense l'auteur, et parce que ce que je vais vous lire étant d'Anatole France est d'une langue agréable et beaucoup mieux écrit que la paraphrase que je pourrais en faire. Voici alors donc le récit de l'affaire. On introduit l'accusé devant le tribunal révolutionnaire. Il se nommait Marie-Adolphe Guiergue et était prévenu de dilapidation dans les fourrages de la République. L'acte d'accusation mettait à sa charge des faits nombreux et graves dont aucun n'était absolument prouvé. Interrogé, Guiergue nia la plupart de ces faits et expliqua les autres à son avantage. Son langage était précis et froid, singulièrement habile, et donnait l'idée d'un homme avec lequel il n'est pas désirable de traiter une affaire. Il avait réponse à tout. Quand le juge lui faisait une question embarrassante, son visage restait calme et sa parole assurée. Mais ses deux mains réunies sur sa poitrine se crispaient d'angoisse. Gamelin s'en aperçut et dit à l'oreille de son voisin, peintre comme lui, « Regardez ses pouces ». Le premier témoin qu'on entendit apporta des faits accablants. C'est sur lui que reposait toute l'accusation. Ceux qui furent appelés ensuite se montrèrent au contraire favorables à l'accusé. Le substitut de l'accusateur public fut véhément, mais demeura dans le vague. Le défenseur parlait qu'un ton de vérité qui valut à l'accusé des sympathies qu'il n'avait pas su lui-même se concilier. L'audience fut suspendue et les jurés se réunirent dans la chambre des délibérations. Là, après une discussion obscure et confuse, ils se partageaient en deux groupes à peu près égaux en nombre. On vit d'un côté les indifférents, les tièdes, les raisonneurs, qu'aucune passion n'animait, et d'un autre côté, ceux qui se laissaient conduire par le sentiment, se montraient peu accessibles à l'argumentation et jugeaient avec le cœur. Ceux-là condamnaient toujours. C'étaient les bons, les purs. Ils ne songeaient qu'à sauver la République et ne s'embarrassaient point du reste. Leur attitude fit une forte impression sur Gamelin, qui se sentait en communion avec eux. Ce Guiergue, songeait-il, est un adroit fripon, un scélérat, qui a spéculé sur le fourrage de notre cavalerie. L'absoudre, c'est laisser échapper un traître, c'est trahir la patrie, vouer l'armée à la défaite. Et Gamelin voyait déjà les hussards de la République sur leurs montures qui bronchaient, sabrés par la cavalerie ennemie. Mais si Guiergue était innocent. Il pensa tout à coup à Jean Blaise, soupçonné aussi d'infidélité dans les fournitures. Tant d'autres devaient, comme Guiergue et Blaise, préparer la défaite, perdre la République. Il fallait faire un exemple. Mais si Guiergue était innocent. Il n'y a pas de preuve, dit Gamelin à haute voix. Il n'y a jamais de preuve, répondit en haussant les épaules le chef du jury. Un bon, un pur. Finalement, il se trouva 7 voix pour la condamnation et 8 pour l'acquittement. Voilà, j'ai tenu à vous lire parce que je trouvais vraiment ceci fort intéressant. Et la suite va être bien différente. À partir de l'affaire suivante, Gamelin va opiner constamment pour la culpabilité, ce qui veut dire la mort. Bien sûr, c'est pas le jury qui prononce la condamnation, c'est le tribunal lui-même, mais sur la base d'une déclaration de culpabilité dans ce genre d'affaires, c'est évidemment la mort, et sans aucune hésitation, puisque ce tribunal jugeait sans aucun recours. Pas de recours au tribunal de cassation, et à l'époque, pas de droit de grâce, bien entendu. Et alors, il va devenir donc quelqu'un de tout à fait impitoyable, et ce qui est grave, c'est qu'il va verser dans 2 travers dans lesquels un magistrat, professionnel ou non, ne doit évidemment jamais verser. Il va d'une affaire faire son affaire personnelle. On va juger un émigré revenu en France
Et Gamelin pense bien à tort que c'est l'ancien amant de sa maîtresse, parce qu'elle l'a raconté qu'elle avait eu, avant de le connaître, qu'elle avait eu un amant, et elle n'a pas voulu dire qui, et alors pour se débarrasser de ces questions, de ce harcèlement, elle lui dit qu'il a émigré. C'est pas vrai, il est bel et bien à Paris. Mais alors il est convaincu, sur la base d'indices extrêmement douteux d'ailleurs, que c'est l'ancien amant de sa maîtresse. Et alors il veut de ce fait absolument le faire condamner, alors qu'il n'y a rien. C'est le dossier le plus vide qui soit. Comme le dit Anatole France, cette fois, lorsque les jurés se retirèrent, même les bons, même les purs, auraient volontiers acquitté. Mais Gamelin va tellement les travailler qu'il va obtenir une condamnation de quelqu'un qui est un parfait innocent. Également, cette fois-ci, une voix de majorité, cette fois-ci la voix de Gamelin dans l'autre sens, et le gars va évidemment être exécuté. Deuxième affaire dans laquelle il n'aurait pas dû siéger du tout d'ailleurs, c'est qu'un accusé, qui est un immigré, est l'amant de la sœur de Gamelin. Elle prétend même que c'est son mari qu'elle a épousé secrètement à l'étranger. Bon, ce n'est pas vérifié, peut-être pas vérifiable. À l'époque, les techniques de communication sont quand même beaucoup moins développées que maintenant. Mais enfin, de toute façon, il devait évidemment se récuser. Même si c'est simplement l'amant de sa sœur et pas son mari, il devait se récuser. Il ne le fait pas en disant que les Brutus dans l'Antiquité ne se sont pas récusés, quand l'un a dû frapper un fils, l'autre frapper un père. Bon, bref, toute une série de nobles sentiments. Et évidemment, le gars en question est condamné et exécuté. Il est tellement enragé d'ailleurs que quand il apprend que sa sœur est en France, il dit à sa mère que s'il savait où elle se trouve, il la dénoncerait sans hésitation. Alors, juste retour des choses, tout de même, Gamelin, qui a évolué comme des tas de gens en France à l'époque, qui a été modéré, qui a été pour les Girondins, puis qui est devenu pour les Montagnards, il demeure fidèle à Robespierre un peu trop tard, ce qui lui vaut d'être arrêté au lendemain du 9 Thermidor, et il est alors, bien sûr, envoyé au tribunal révolutionnaire, non plus comme juré, mais comme suspect. Il est bien entendu condamné à mort en vertu de l'épouvantable procédure de la loi prairiale en 2 qui supprimait absolument toute garantie. Et quand il est dans la charrette qui l'emmène à la guillotine, il n'a toujours rien compris. Il pense que Robespierre et lui-même se sont perdus par défaut d'indulgence. Ils n'ont pas été suffisamment sévères. Ils ont hésité à répandre le sang. Et alors, du coup, maintenant, c'est leur sang qui va être répandu. Voilà pour ce juré du tribunal révolutionnaire. Il y a d'autres magistrats dans l'œuvre d'Anatole France. Il y en a un qui est particulièrement remarquable, qui s'appelle M. Thomas. La nouvelle où nous le voyons porte d'ailleurs son nom, M. Thomas. Il est juge d'instruction dans une petite ville, on ne nous dit pas laquelle, ça n'a absolument aucune importance. C'est quelqu'un de conservateur, incontestablement. Beaucoup de magistrats à l'époque l'étaient. D'ailleurs, Anatole France nous dit qu'il était devenu juge de la République en espérant un jour rendre la justice au nom du roi. Parce qu'au début de la Troisième République, le régime était assez incertain. Et alors, donc c'est un homme, dépendamment de ses convictions, qui est profondément honnête et à tel moment même que, comme le dit Anatole France, sa probité, l'idée qu'il se faisait de son devoir, le rendait inhumain et parfois lui ôtait toute clairvoyance. Alors voici encore une lecture plus brève d'ailleurs, mais je trouve aussi que c'est un morceau d'anthologie. Ce magistrat fut chargé d'instruire plusieurs affaires, et entre autres celle d'un instituteur. L'enseignement laïque et l'enseignement congréganiste étaient alors en guerre déclarée. Les républicains ayant dénoncé l'ignorance et la brutalité des frères, le journal clérical de la région accusa un instituteur laïque d'avoir assis un enfant sur un poêle rouge. Cette accusation trouva crédit dans l'aristocratie rurale. On rapporta le fait avec des détails révoltants et la rumeur publique éveilla l'attention de la justice. M. Thomas, qui était honnête homme, n'aurait jamais obéi à ses passions s'il avait su que c'était des passions. Mais il les prenait pour des devoirs parce qu'elles étaient religieuses. Il crut de son devoir d'accueillir les plaintes portées contre l'école sans Dieu et il ne s'aperçut pas de son extrême promptitude à les accueillir. Je dois dire qu'il instruisit l'affaire avec un soin minutieux et des peines infinies. Il l'instruisit selon les méthodes ordinaires à la justice et il en obtint de merveilleux résultats.
30 enfants de l'école, curieusement interrogés, lui répondirent mal d'abord, mieux ensuite, très bien enfin. Après 1 mois d'interrogation, ils répondaient si bien qu'ils faisaient tous la même réponse. Les 30 dépositions concordaient, elles étaient identiques, littéralement semblables. Et ces enfants qui le premier jour disaient n'avoir rien vu, déclaraient maintenant d'une voix claire en employant tous exactement les mêmes mots que leurs petits camarades avaient été assis, le derrière nu, sur un poil rouge. Monsieur le juge Thomas se félicitait d'un si beau succès quand l'instituteur établit sur des preuves irréfutables qu'il n'y avait jamais eu de poil dans l'école. Monsieur Thomas eut alors quelques soupçons que les enfants mentaient. Ce dont il ne s'aperçut point, c'est qu'il leur avait lui-même, sans le vouloir, dicté et appris par cœur leurs témoignages. Alors, bien sûr, c'est là qu'on voit qu'Anatole France n'est pas juriste. Il est clair qu'il y a dans ce récit des invraisemblances. Attention, l'invraisemblance n'est pas du tout d'interroger ou de faire interroger de façon répétitive jusqu'au moment où les gens disent ce que le magistrat a envie qu'ils entendent. Ça, c'est, je regrette de devoir le dire, mais ça a un certain réalisme, même encore de nos jours. Ce qui est évidemment invraisemblable, qu'on ne commence pas par entendre l'enfant qui aurait été victime, et par aller voir la disposition des lieux. On aurait tout de suite vu qu'il n'y avait pas de poil, et on n'aurait pas trouvé d'enfant victime disant « j'étais assis sur un poil rouge ». Bien entendu, ça, c'est une invraisemblance, évidemment, qui nous vaut un effet comique particulier quand on dit que l'instituteur établit qu'il n'y a jamais eu de poil dans l'école. On n'en a pas fini avec ce monsieur Thomas, parce que le narrateur de cette nouvelle assiste à l'audition d'un témoin par le juge Thomas. Aussi invraisemblance, bien entendu, un témoin qui a vraiment, quelqu'un qui n'a vraiment rien à voir avec l'affaire, qui est comme ça calmement dans le bureau du juge d'instruction à voir ce qui se passe, ça ne me paraît pas réaliste. Enfin, je sais bien que depuis Boileau, on sait que le vrai peut parfois n'être pas vraisemblable, mais enfin tout de même.